Chers élèves, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé précédemment, pour une deuxième séance d'expression écrite dans laquelle nous nous intéressons à la rédaction d'un récit intégrant un dialogue en respectant toujours le même thème intitulé « Enfants de tous les pays ». Comme d'habitude, nous allons commencer par lire le texte support que nous avons étudié dans le cadre de l'explication du texte. L'enfant et le pêcheur. Mondo aime bien Jordan le pêcheur. L'enfant rejoint régulièrement celui-ci au bord de la mer. Un jour, pas très loin en mer, ils avaient vu un grand cargo noir qui glissait sans bruit. « Comment s'appelle-t-il » demandait Mondo. Jordan le pêcheur mettait sa main en visière et plissait ses yeux. « Érythréa, disait-il, puis il s'étonnait un peu. « Tu n'as pas de bons yeux. »« Ce n'est pas cela, disait Mondo. Je ne sais pas lire. »« Ah bon ?» disait Jordan. Il regardait longuement le cargo qui passait. « Qu'est-ce que ça veut dire le nom du bateau ?» demandait Mondo. « Érythréa. » Érythréa, c'est un nom de pays sur la côte d'Afrique, sur la mer Rouge. « C'est un joli nom, disait Mondo. Ça doit être un beau pays. » Mondo réfléchissait un instant. « Et la mer là-bas s'appelle la mer Rouge ?» Jordan, le pêcheur, riait. « Tu crois que là-bas la mer est vraiment rouge ?»« Je ne sais pas, disait Mondo. Quand le soleil se couche, la mer devient rouge, c'est vrai, mais elle s'appelle comme ça à cause des hommes qui vivaient là autrefois. » Mondo regardait le cargo qui s'éloignait. « Il va sûrement là-bas, vers l'Afrique. »« C'est loin, disait Jordan le pêcheur. Il fait très chaud là-bas. Il y a beaucoup de soleil et la côte est comme le désert. Il y a des palmiers ? Oui, et des plages de sable très longues. Dans la journée, la mer est très bleue. Il y a beaucoup de petits bateaux de pêche avec des voiles en forme d'ailes. Ils naviguent le long de la côte de village en village. Il y a des requins dans la mer Rouge ? Oui, il y en a toujours un ou deux qui suivent les bateaux, mais les gens sont habitués. Ils n'y font pas attention. Quand le soleil était tout près de l'horizon, Jordan le pêcheur posait la gaule à plat sur la dalle de ciment et il sortait de la poche de sa veste un sandwich. Il en donnait la moitié à Mondo et ils mangeaient ensemble en regardant les reflets du soleil sur la mer. Mondo s'en allait avant la nuit pour chercher une cachette où dormir. « Au revoir », disait Mondo. « Au revoir », disait Jordan. Quand Mondo était un peu éloigné, il lui criait « Reviens me voir, je t'apprendrai à lire. Ce n'est pas difficile. » Donc le texte est de Jean-Marie Gustave Leclésio, extrait de son œuvre « Mondo et autres histoires ». Voilà, merci Monsieur Essine. Nous allons commencer par un travail sur le texte à travers lequel nous traitons notre premier point portant sur l'insertion du dialogue. Alors, après la lecture du texte, nous allons l'observer de plus près et nous allons commencer par identifier les personnages dans cette histoire. Il est aisé de remarquer qu'il s'agit d'un récit à la troisième personne, d'où l'emploi du pronom personnel à la troisième personne du pluriel « ils » dans la phrase suivante « Ils avaient vu un grand cargo noir ». Donc, nous avons un narrateur extérieur à l'histoire, sinon le récit serait à la première personne, comme cela était le cas dans notre premier texte. Voyons maintenant à qui renvoie le pronom personnel « il ». Autrement dit, de qui parle le narrateur. Le pronom personnel « il » renvoie respectivement à Jordan le pêcheur, d'où l'expression « disait-il ».
et Amondo, d'où également l'expression suivante, disait Mondo. Ces mêmes personnages sont désignés également dans les paroles par le pronom personnel à la première personne du singulier je et le pronom personnel à la deuxième personne du singulier tu. Et là, nous voyons dans la dernière réplique de Jordan le pêcheur, reviens me voir, je t'apprendrai à lire. Donc, le pronom personnel je renvoie à Jordan, le T apostrophe renvoie à Mondo. Par ailleurs, nous avons remarqué lors de l'explication de texte que le volume, c'est-à-dire le nombre de lignes réservé aux paroles des personnages, est plus important que le volume, celui qui est réservé aux circonstances de l'histoire, c'est-à-dire au récit, plutôt au passage narratif. Dans le dialogue entre Mondo et Jordan, le dialogue entre Mondo et Jordan semble retenir plus l'attention de l'auteur de ce texte. Donc, voyez comment dans notre texte, nous avons relevé les passages narratifs que nous avons mis en caractère gras et les passages du discours direct, ou plutôt réservés aux paroles des différents personnages, et que nous avons colorés en bleu. Ceci manifeste bien, montre bien que le volume réservé aux paroles est plus important que celui qui est réservé aux passages narratifs. Donc, nous allons dans un premier stade commencer où nous allons essayer de définir ce qu'est un dialogue. Donc, le dialogue, c'est l'échange de paroles entre plusieurs personnages. Chaque personnage qui prend la parole est un locuteur. Le dialogue s'exerce donc entre deux ou plusieurs interlocuteurs. L'intervention de chacun constitue une réplique. Et nous vous proposons, à titre d'exemple, certaines répliques dites par les deux personnages. Par exemple, la première, celle prononcée par Mondo. Il y a des palmiers. La deuxième réplique est celle de Jordan. Oui, et des plages de sable très longues. Dans la journée, la mer est très bleue. Il y a beaucoup de petits bateaux de pêche avec des voiles en forme d'ailes. Ils naviguent le long de la côte, de village en village. Il y a également deux autres répliques. La première est celle de Mondo. Il y a des requins dans la mer Rouge. La dernière réplique est celle de Jordan, qui répond à la question de Mondo. Oui, il y en a toujours un ou deux qui suivent les bateaux, mais les gens sont habitués. Ils n'y font pas attention. Voilà donc, après avoir défini le dialogue, nous allons nous pencher sur un autre point, dans la mesure où nous avons remarqué également que certains verbes permettent d'introduire et d'annoncer les paroles des personnages. Ces verbes, on les appelle verbes introducteurs ou bien des verbes de parole. Nous vous proposons là également quelques exemples de verbes de parole employés dans notre texte support. L'on relève l'emploi du verbe dire dans la première réplique. Érythréa, disait-il. Dans la troisième réplique, ce n'est pas cela, disait Mondo.
Ah bon, disait Jordan. Une autre réplique, marquée également par la présence d'un verbe de parole. Qu'est-ce que ça veut dire, le nom du bateau? Demandez, Mondo. Et, bien sûr, la dernière réplique, là également, nous avons relevé un verbe de parole, ou plutôt le verbe dire, qui est un verbe de parole. Alors, après avoir relevé ces différents verbes, observons maintenant les différents temps employés dans le récit et dans le dialogue. En nous référant toujours à notre texte support, et là, nous pouvons relever aisément les différents temps verbaux employés. À ce propos, on relève l'emploi fréquent de l'imparfait. Tous les verbes qui sont conjugués à l'imparfait, nous les avons colorés en rouge. Je cite, glisser, demander, mettez, glisser, disait, s'étonner. Encore une fois, disait. Nous avons également regardé, passé, etc., etc. Nous avons également le plus que parfait au début du texte. C'est le cas du verbe voir. Ils avaient vu. Et nous avons coloré le verbe voir en bleu. Nous avons également le présent que nous avons coloré, enfin, nous avons coloré les verbes conjugués au présent en vert. Voilà, c'est la couleur donc verte qui marque ces verbes au présent. Je cite, s'appelle, a, et, c'est. Nous avons également relevé à la fin du texte l'emploi du futur. Je t'apprendrai à lire. Ce verbe est coloré en rose. Et enfin, donc, un verbe qui est conjugué à l'impératif. Et nous avons mis ce verbe en caractère gras, revient. Enfin, donc, nous allons nous intéresser dans les passages de la narration et les passages du discours aux différents signes de ponctuation. Comme vous pouvez le constater, on remarque que dans les passages narratifs, les signes de ponctuation se limitent à un simple point ou à une virgule. Donc, en nous référant à ces quelques exemples que nous avons relevés du texte, nous voyons que, au niveau de la narration, et principalement dans la phrase suivante, Mondo s'en allait avant la nuit pour chercher une cachette ou dormir. Là, nous avons un point que nous avons coloré en bleu. Nous avons également la virgule. Exactement. Mondo s'en allait avant la nuit, donc on a la virgule ici. Exactement. Mais lorsque on fait usage, donc lorsqu'on fait usage des deux points, oui, c'est essentiellement pour annoncer le dialogue. Et c'est ainsi que les répliques sont mises entre guillemets. Comme vous pouvez le constater, l'une des répliques dites par Mondo, au revoir. Cette réplique-là, elle est placée entre des guillemets. Mais nous avons également l'usage des deux points pour annoncer la réplique suivante. Quand Mondo était un peu éloigné, il lui criait, et là, nous avons les deux points que nous avons colorés en rouge, et par la suite, la réplique de Jordan, qui est placée entre les deux guillemets, qui est mise entre guillemets, reviens me voir, je t'apprendrai à lire, ce n'est pas
difficile. Donc, à travers le relevé que nous venons de faire ensemble, nous parvenons à notre première synthèse, et dans laquelle donc, nous avons pu relever les différentes caractéristiques du dialogue. À ce propos, on distingue le dialogue du récit à l'aide des temps verbaux utilisés. Donc, nous avons relevé l'imparfait, mais nous pouvons citer également le passé composé, le présent, le futur. Autre caractéristique est celle des signes de ponctuation particuliers, donc au discours direct. Et là, l'on cite les 2 points qui annoncent le dialogue. Les tirets qui se placent avant chaque réplique pour signaler un changement du personnage qui parle. Il y a également les guillemets qu'il faut ouvrir avant la première réplique et fermer après la dernière réplique. Donc, après avoir étudié la manière d'insérer le dialogue, ou un dialogue dans le cadre du récit, nous allons nous pencher, Monsieur Essine, sur l'étude des verbes introducteurs dans notre deuxième axe. Oui, tout à fait. Donc nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement aux verbes introducteurs, c'est-à-dire ceux qui permettent d'introduire les paroles de Mando et de Jourdan. Donc là, comme vous voyez, nous avons choisi un extrait du texte, donc, et on a coloré le verbe demander et le verbe dire, donc en bleu. Nous remarquons donc que les paroles des 2 personnages sont introduites par le verbe demander et le verbe dire, qui sont des verbes de parole. Rappelons que chaque fois qu'un personnage prend la parole, le narrateur emploie un verbe de parole. Voyons maintenant quelle place les verbes introducteurs peuvent occuper. Donc, à la lumière de l'exemple que l'on vous propose, nous remarquons que l'un est employé avant la réplique de Mando. Mando demandait comment s'appelle-t-il, et l'autre à la fin de la réplique de Jourdan, Érythréa, disait-il. Nous allons voir maintenant le verbe introducteur dans la première réplique et le verbe introducteur dans la deuxième. On se rend compte qu'avant la réplique, le verbe est placé après le sujet. Donc Mando ici est sujet et on a le verbe introducteur. Mando demandait. Par contre, à la fin de la réplique de Jourdan, le sujet est placé après le verbe. Il y a donc inversion du sujet, disait-il. Nous allons voir dans le passage suivant par quel autre verbe nous pouvons remplacer ces verbes introducteurs. Lisons d'abord le passage. Qu'est-ce que ça veut dire, le nom du bateau? Demandez Mando. Érythréa, c'est un nom de pays sur la côte d'Afrique, sur la mer Rouge, disait Jourdan. C'est un joli nom, disait Mando. Ça doit être un beau pays. Mando réfléchissait un instant. Et la mer là-bas s'appelle la mer Rouge, demandait-il. Jourdan, le pêcheur, riait. Tu crois que là-bas la mer est vraiment rouge? Demandait Jourdan. Je ne sais pas, disait Mando. Donc, là, on va essayer de remplacer les verbes mis en gras par d'autres verbes introducteurs. Donc, nous remarquons qu'on a essentiellement donc là le verbe demander et le verbe dire. Donc, nous vous proposons les verbes suivants. Donc, pour la première réplique, donc on peut remplacer le verbe demander par s'interroger, questionner,
Pour le verbe dire, affirmer, déclarer. C'est un joli nom, disait Mondo. Donc là, on peut remplacer le verbe dire par ajouter ou encore répliquer, rétorquer. Donc, demandait-il, là, on vous propose le verbe s'interroger, questionner. Donc, demander encore une fois, donc on va là proposer le verbe plaisanter, se moquer. Donc, pour la dernière réplique, disait Mondo, nous proposons le verbe terminer, finir, conclure. À partir de ce travail de substitution, nous remarquons que les verbes de parole servent à poser une question, donner une réponse, poursuivre le dialogue, finir le dialogue. Donc nous allons vous proposer, en guise d'exemple de verbes de parole, le tableau suivant. Donc c'est un tableau réparti en 4 colonnes. Pour poser une question, excusez-moi, on peut utiliser les verbes suivants: demander, interroger, s'exclamer. Pour donner une réponse, affirmer, rétorquer, répondre, déclarer, confier, avouer. Pour poursuivre le dialogue, nous pouvons vous proposer les verbes suivants: reprendre, continuer, poursuivre, ajouter. Enfin, pour finir le dialogue, achever, terminer, conclure, finir. Donc, nous vous proposons maintenant l'exercice suivant. Donc, réécrivez le dialogue suivant en remplaçant le verbe dire par un autre verbe introducteur de même sens. Donc, lisons ensemble le passage. Tu ne dors pas, dit Ludovic. Je voudrais aller dans la forêt, dit Gaspard. Pourquoi? Souffla Ludovic. Je ne sais pas, dit Gaspard. Ne va pas dans la forêt, dit Jérôme d'une voix tremblante. Tu ne dors pas non plus, toi, murmura Ludovic entre ses dents. Pourquoi est-ce qu'on irait pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans la forêt? Non, dit Jérôme. On ira, dit Ludovic, et tu viendras avec nous. Il y a des bêtes, dit Jérôme, et il y a des douaniers. Sûrement, je voudrais y aller, reprit Gaspard. Donc, le passage est d'André Dhôtel, extrait de son œuvre Le pays où l'on n'arrive jamais. Et bien sûr, vous pouvez vous inspirer du tableau que nous venons de vous proposer. Voilà. Donc, récapitulons maintenant les remarques que nous venons de faire ensemble. Quand un personnage prend la parole pour demander ou donner une information, le narrateur emploie des verbes introducteurs comme demander, interroger, répondre, ajouter, dire, affirmer, annoncer, etc. Au milieu et à la fin de la réplique, le sujet se place généralement après le verbe introducteur. Nous allons maintenant prendre un autre passage du même texte et procéder à un travail de substitution qui consiste à remplacer les verbes introducteurs employés par d'autres que nous vous proposons entre parenthèses. Nous allons lire d'abord le passage. Un jour, pas très loin en mer, ils avaient vu un grand cargo noir qui glissait sans bruit. « Comment s'appelle-t-il » demandait Mondo.
Jordan le pêcheur mettait sa main en visière et plissait ses yeux. Érythréa, disait-il. Puis il s'étonnait un peu. Tu n'as pas de bons yeux. Ce n'est pas cela, disait Mondo. Je ne sais pas lire. Ah bon, disait Jordan. Il regardait longuement le cargo qui passait. Qu'est-ce que ça veut dire le nom du bateau? Demandait Mondo. Érythréa, c'est un nom de pays sur la côte d'Afrique, sur la mer Rouge. C'est un joli nom, disait Mondo. Ça doit être un beau pays. Mondo réfléchissait un instant. Et la mer là-bas s'appelle la mer Rouge? Jordan le pêcheur riait. Tu crois que là-bas la mer est vraiment rouge? Je ne sais pas, disait Mondo. Donc là, on va remplacer donc, les verbes mis en gras par d'autres verbes de parole. Donc, qui figureront là, donc un à un, et ils sont colorés en bleu. Donc, on a ajouté til. Donc, ce n'est pas cela, disait Mondo. On peut donc utiliser le verbe expliquer. Ah bon, s'exclamait Jordan. Donc, bien sûr, Érythréa, c'est un joli nom de pays sur la côte d'Afrique, sur la mer Rouge, expliquait-il. C'est un joli nom, apprécié Mondo. Donc, là, on vous propose le verbe s'étonner. S'étonnait-il? Disait-il en plaisantant? Et je ne sais pas, avouait-il. Donc, nous voyons que en remplaçant le verbe introducteur, le sens change. Et il y a l'expression d'un sentiment, d'un état d'âme. Donc, passons maintenant à notre synthèse partielle. Quand un personnage élève la voix ou la baisse, ou exprime des sentiments tels que la colère, la joie, l'admiration, la tristesse, le narrateur emploie des verbes comme chuchoter, murmurer, crier, s'écrier, hurler, s'exclamer, balbutier, s'étonner, se moquer, etc. Après l'étude des verbes introducteurs, nous allons, Monsieur Samy, voir quelle est la finalité du dialogue. Effectivement. Donc, dans notre troisième partie, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Quelle est la fonction? Ou bien quel est le rôle du dialogue dans le récit? Nous vous soumettons de nouveau le texte et, comme vous pouvez le constater, nous avons mis les passages narratifs en gras et les paroles des personnages en bleu. À la lumière donc de ce texte, nous constatons que l'auteur a intégré le dialogue dans le récit. Donc, pourquoi le dialogue dans le récit? Le fait d'intégrer le dialogue dans le récit permet de dramatiser, de mettre en scène l'histoire et de l'actualiser, c'est-à-dire et d'actualiser cette histoire-là. On a l'impression d'assister à la scène. Cependant, le dialogue a permis dans notre texte de donner des informations sur les personnages. D'une part, quant à la nature de la relation qui les unit. C'est une relation que nous avons déjà qualifiée de singulière. Oui. Dans la mesure où Jordan, l'adulte, joue le rôle d'un enseignant et Mondo, l'enfant, joue le rôle d'un apprenant.
Ceci se manifeste à travers le choix des types de phrases dans le dialogue. En effet, nous constatons que ce discours est dominé par deux types de phrases. L'on relève la phrase interrogative et vous avez, à titre d'exemple, certaines phrases interrogatives que nous avons colorées en bleu. Je cite, « Comment s'appelle-t-il » Qu'est-ce que ça veut dire, le nom du bateau? Et la mer là-bas s'appelle la mer Rouge. Il y a des requins dans la mer Rouge? Donc, ces phrases interrogatives sont employées essentiellement par Mondo qui pose les questions. Ceci se justifie par le fait que Mondo est en quête de savoir, de connaissance. Outre la phrase interrogative, nous avons relevé également la phrase déclarative. Enfin, elles sont nombreuses, les phrases déclaratives, dans notre texte support. Mais l'on cite, à titre indicatif, à titre d'exemple, Érythrée. C'est un nom de pays sur la côte d'Afrique, sur la mer Rouge. Quand le soleil se couche, la mer devient rouge, c'est vrai. Mais elle s'appelle comme ça à cause des hommes qui vivaient là, autrefois. Oui, il y en a toujours un ou deux qui suivent les bateaux. Mais les gens sont habitués. Ils n'y font pas attention. Ces phrases déclaratives sont employées essentiellement par Jordan qui apporte les réponses en vue d'éclairer, de satisfaire la curiosité de Mondo. Par ailleurs, et outre le choix des types de phrases, nous avons remarqué que le volume du dialogue ou du passage, plutôt dialogique, domine l'ensemble du texte. Et ceci permet de concrétiser un échange, permet de, on peut même dire, de dramatiser cet échange qui a lieu donc entre les deux personnages et satisfait ainsi le besoin de Mondo en communication. Cet échange paraît équilibré dans la mesure où Jordan, conscient de la solitude de son interlocuteur, Mondo, prend en compte sérieusement les questions que pose l'enfant et auxquelles il essaie de répondre avec le plus de précision possible. Donc, nous venons de voir comment le dialogue nous a permis d'avoir des informations quant à la nature de cette relation qui unit nos deux personnages. Mais ce dialogue apporte également d'autres informations, mais cette fois concernant le profil des personnages, en l'occurrence Mondo et Jordan, et à ce qui les caractérise. Nous avons dit précédemment que Mondo est un enfant illettré, c'est-à-dire qu'il n'est pas scolarisé. Et ceci... Excusez-moi, donc analphabète. Exactement. Exactement. C'est un analphabète. Et ceci se manifeste à travers sa parole ou son aveu. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas. Mais face à cet orphelin illettré, Jordan semble s'intéresser à l'enfant. Il paraît être le seul personnage à se soucier, à s'intéresser à l'état de cet enfant. L'intérêt que porte Jordan à l'égard de Mondo apparaît dans sa parole. Reviens me voir, je t'apprendrai à lire. Ou bien encore, tu n'as pas de bons yeux. Donc,
il se montre également respectueux envers lui, en acceptant de répondre aux questions de ce dernier. Enfin, la méthode adoptée par Jordan s'apparente à celle d'un enseignant de géographie. En effet, les réponses fournies par Jordan apportent des précisions et ajoutent des développements qui aident l'enfant Mondo à mieux connaître Érythrée. Voilà donc, après avoir relevé, ou plutôt déterminé la finalité, la fonction ou le rôle du dialogue, nous pouvons maintenant procéder à notre synthèse partielle. Et là, nous voyons que dans le dialogue, les personnages donnent des informations sur leur vie, leur identité, leurs sentiments. Le dialogue a donc un rôle informatif et descriptif. En faisant parler les personnages, le dialogue permet également de rendre le récit plus vivant et de donner ainsi au lecteur l'impression d'assister à la scène. Donc, faisons maintenant le bilan de toute la séance. Effectivement. Et là, nous avons pu voir que dans le support que nous venons d'étudier ensemble, nous avons relevé les moyens utilisés pour insérer le dialogue dans le récit. Et dans ce cadre, nous avons distingué les signes de ponctuation propres au dialogue, à l'exemple des guillemets et des deux points, ainsi que les verbes introducteurs qui introduisent les répliques, c'est-à-dire les paroles des différents personnages, à savoir Jordan et Mondo. Rappelons que dans d'autres textes, les répliques des personnages sont précédées de tirets. Par ailleurs, nous avons pu identifier la fonction informative et descriptive du dialogue. Ce dernier permet également de dramatiser, de mettre en scène l'histoire et de l'actualiser. Chers élèves, ainsi s'achève notre séance d'expression écrite, mais avant de vous quitter, nous vous proposons les deux exercices suivants. Premier exercice, voici 6 définitions de verbes de parole données dans le dictionnaire. Essayez de trouver dans la liste suivante le verbe qui correspond à chacune d'elles. Répliquer, murmurer, avouer, confier, bégayer, s'exclamer. Je vais vous relire les verbes. Donc, on a le verbe répliquer, murmurer, avouer, confier, bégayer, s'exclamer. Les définitions: dire à voix basse. Deuxième définition: parler avec difficulté en hésitant et en répétant certaines syllabes. Je vais vous relire cette deuxième définition. Parler avec difficulté en hésitant et en répétant certaines syllabes. Troisième définition: reconnaître pour vrai. Reconnaître pour vrai. La quatrième définition: répondre vivement en s'opposant. Donc, répondre vivement en s'opposant. Communiquer quelque chose de personnel. C'est la cinquième définition, donc. Communiquer quelque chose de personnel. La sixième définition: pousser des exclamations. Donc, pousser des exclamations. On passe maintenant à notre deuxième exercice. C'est un exercice de production. Votre professeur de français vous a surpris en train de bavarder avec votre voisin ou voisine. Il vous a fait des reproches. Rapportez le dialogue qui a eu lieu
entre vous deux en utilisant au moins 3 verbes puisés dans l'exercice numéro 1. Voilà, chers élèves, il ne nous reste qu'à vous souhaiter bon travail, bon courage et à la prochaine séance.